plus que des remarques mesquines à faire. Donc on a eu un projet qui est extrêmement amusant du point de vue politique, puisque d'abord on a eu l'idée géniale du président Macron de s'inspirer de nos collègues Bozio et Piketty pour mettre en place un système de compte notionnel en France. Ensuite, ça a été confié au commissaire à la retraite qui s'est aperçu pendant 2 ans que c'était plus compliqué qu'on pouvait le penser. Et puis finalement, on a eu une loi une loi organique et une étude d'impact qui pose de nombreux problèmes. Un point amusant, c'est que dans le projet de loi, il y a 29 ordonnances, c'est-à-dire qu'en 29 endroits, le Parlement doit confier au gouvernement la tâche de mettre en musique des principes généraux. Et du coup, on ne sait pas exactement ce que le gouvernement va faire. C'est un désaveu complet de la démocratie parlementaire, parce que sur de nombreux points, on ne sait absolument pas ce qui sera décidé. Et par ailleurs, c'est accompagné d'une étude d'impact qui est un scandale pur, puisque c'est bourré de mensonges et de calculs erronés, ou dont les hypothèses ne sont pas bien précisées. Comme Michael vous l'a dit, le grand problème, c'est le vieillissement de la population, si on peut dire, et ce qui est important de voir, c'est que le ratio entre les plus âgés et les personnes d'âge actif, qui a déjà commencé à augmenter, va continuer à se dégrader rapidement jusqu'en 2037. Et à partir de 2037, sa croissance se ralentit. Alors d'une part, contrairement à ce qu'a pu dire le ministre, ça ne chute pas, c'est-à-dire que ça continue à monter, mais ça ralentit fortement après 2037. C'est-à-dire, comme on vient de vous le dire, c'est que l'équilibre va devoir se faire non pas dans le nouveau système, mais dans l'ancien, puisque aucune pension ne sera donnée avec le nouveau système avant 2037. Donc, les mesures d'équilibre, de toute façon, c'est avant 2037, et le nouveau système n'a rien à voir, en quelque sorte, avec le système, avec l'équilibrage. Avec les questions que ça pose, c'est que jusqu'en 2037, personne ne va toucher des pensions selon les nouvelles règles, ce qui veut dire que on va le jeu des nouvelles règles, le jeu du point, la valeur du point, le taux de rendement, va être complètement déconnecté des pensions. C'est-à-dire qu'on va, d'un côté, on va faire évoluer ces paramètres, mais ça n'aura aucun impact sur l'équilibre, et de l'autre côté, les jeunes ne seront pas en garde sur le fait que leurs droits se dégradent, puisque personne ne va les toucher. Donc c'est un peu une histoire de fou. D'autre part, dans le projet, l'objectif, comme on l'a dit, c'est d'éviter la hausse de la part des retraites dans le PIB, mais même ça va plus loin, puisqu'on baisse la part des retraites dans le PIB, et dans l'étude d'impact, la part des retraites dans le PIB passe de 13,8 aujourd'hui à 12,9 en 2050. Pourquoi 12,9 ? Il faut se poser la question. La réponse, c'est qu'il y a quelques années, on a demandé à la France de faire une projection, l'Europe a demandé à la France de faire une projection des dépenses de retraite jusqu'en 2070, et la France a dit 12,9 en 2050. C'est dans un document qui s'appelle Hedging en Europe, qui est paru par la Commission, qui est un document que nous avions critiqué à l'époque. Dans ce document, on voit que c'est en France qu'on prévoit la plus forte baisse du taux de remplacement, et le fait qu'on prévoyait cette baisse à 12,9% de la part des retraites dans le PIB, ça a servi d'argument au président Hollande pour dire c'est pas grave,
qu'actuellement on a un déficit important parce que de toute façon, à moyen terme, on va réduire la part des retraites dans le PIB. Et donc là, on n'a pas osé revenir sur ce 12,9 et c'est pour ça qu'on a ce 12,9 dans le texte. L'étude d'impact n'indique pas quelle sera l'évolution du salaire de la retraite moyenne. Donc c'est un petit scandale administratif, parce qu'en fait on a le moyen de faire le calcul, et quand avec nos faibles moyens on fait le calcul, on s'aperçoit que les retraites vont baisser de 22%. Le rapport entre les retraites et les salaires vont baisser de 22% à horizon 2050 par rapport à la situation actuelle. Et c'est masqué dans l'étude d'impact par le fait que l'étude d'impact ne compare pas la situation actuelle et la situation en 2050, telle que prévue par la loi, mais il compare la situation en 2050 avec la projection que le corps fait du système actuel sous l'hypothèse d'une dégradation très importante du système actuel. Et donc naturellement, ça masque complètement la dégradation. Et donc il y a des... Quand vous regardez en détail, il y a des éléments farfelus. Un des éléments farfelus intéressants, c'est que jusqu'en 2070, l'indice de la fonction publique est bloqué. Le point d'indice de la fonction publique est bloqué en pouvoir d'achat, quand même elle est bloquée pas en termes nominal, mais en pouvoir d'achat, alors que par ailleurs, on fait l'hypothèse que le salaire moyen dans l'économie et le SMIC augmenteront de 1,3% par an. Et donc, dans l'étude d'impact, on s'aperçoit que pour un certain nombre de carrières de fonctionnaires, on va passer très nettement en dessous du SMIC et que un certain nombre de fonctionnaires de catégorie B seront embauchés en 2050 à 75% du SMIC. Ils auront une carrière brillante qui ira de 75% du SMIC au SMIC. Et donc, à partir de là, on voit que c'est un peu une étude d'impact un peu saugrenue. Le fonctionnement du système à points, c'est un peu compliqué, mais bon, le point important, c'est qu'on a une valeur du point. Cette valeur du point, normalement, quand le système marche de manière correcte, elle doit être indexée sur le salaire moyen, ce qui garantit que les cotisations que vous avez versées quand vous êtes jeune, ils sont bien revalorisés comme le salaire moyen, et ensuite vous avez un taux de rendement qui doit normalement être fixe et être égal à 1 sur la durée moyenne de retraite. Ça, c'est le principe théorique des comptes notionnels. Dans le projet de loi, il y a 2 surprises. Première surprise, l'indexation ne se fait pas sur le salaire moyen, mais elle se fait sur un revenu moyen d'activité que nous ne connaissons pas, que l'INSEE ne sait pas calculer, que l'INSEE n'a jamais calculé effectivement, dans la mesure où, d'abord, ça suppose de prendre en compte le salaire des fonctionnaires et les revenus des non-salariés, mais parmi les non-salariés, il y a des précaires, il y a des précaires qui sont effectivement précaires, mais il y a également des précaires qui ont plusieurs jobs, il y a des salariés qui sont en plus déclarés comme auto-entrepreneurs, et actuellement, on ne sait pas faire le calcul. Donc, l'INSEE peut magouiller pour faire le calcul, mais ce n'est pas brillant. Et donc, on remplace un indicateur certain par un indicateur flou. Et par ailleurs, ce n'est qu'en 2045 que la valeur du point sera effectivement indexée sur ce salaire moyen. Et jusqu'à 2045, la loi nous dit que ça sera entre l'inflation et ce salaire moyen. Alors, on a d'un côté un discours gouvernemental qui nous dit que les salaires passés seront correctement revalorisés, mais en fait, dans la loi, ce n'est pas dit.
Et dans l'étude d'impact, on fait l'hypothèse que jusqu'en 2045, ça sera moitié-moitié, et donc il n'y aura pas l'indexation sur le salaire moyen, comme annoncé par le gouvernement. Le point... J'ai deux choses à dire, lesquelles je dis d'abord. Le point crucial, comme on l'a dit, c'est que le taux de rendement est fixe. Aujourd'hui, on dit, dans le rapport de Levoix, on dit ça sera 5,5%, mais en fait, dans la loi, il est dit, ce sera fixé en 2022 à partir de considérations portant sur l'équilibre du système pendant 40 ans. Or, vous voyez que l'équilibre du système pendant 40 ans ne dépendra très peu de la valeur du point, puisque tous ces gens-là, ils n'auront absolument pas, ils auront une prestation qui va dépendre des anciennes règles. Pour eux, ça sera que progressivement qu'il y aura la valeur du point, que le système à points va s'appliquer, et donc c'est totalement saugrenu. Et par ailleurs, il est déjà prévu que ce 5,5% recule d'une année tous les 12 ans. Donc si au début ça sera à 64 ans qu'on l'aura, en fait, pour les jeunes, ceux qui commencent maintenant, ce sera à 67 ans. Et ça également, c'est masqué dans l'étude d'impact. L'autre point, c'est que M. Delevoye a décidé que ne seront soumis à cotisation que les salaires jusqu'à 3 fois le plafond. Pourquoi 3 fois le plafond? On ne sait pas. Parce que jusqu'à présent, on cotisait jusqu'à 8 fois le plafond et que c'est les cadres eux-mêmes qui avaient réclamé qu'on cotise de 4 à 8. Donc on limite à 3, sachant que du coup, ça ouvre un petit champ pour la capitalisation. Et donc c'est un exemple même de décision purement technocratique qui a été prise sans la moindre consultation des partenaires sociaux. Donc on peut faire le calcul. Le calcul est compliqué à faire pour les salariés du privé, hein, mais grosso modo, ce qu'on peut dire, c'est que actuellement, donc on a l'exemple de M. Mathieu. M. Mathieu, non c'est son prénom. Mathieu actuellement, il part avec un taux de remplacement, il part à 62 ans avec un taux de remplacement de 62%. Et un jeune qui naît aujourd'hui, au mieux, s'il travaille jusqu'à 67 ans, il aura un taux de remplacement de 57%. Et s'il veut partir à 64 ans, il aura un taux de remplacement de 45%. Donc l'intérêt de la réforme, c'est que ça permet de réduire de façon importante le niveau des retraites, soit parce que vous continuez à partir à 62, 63 ans, soit il faudra rester jusqu'à 67 ans. Et le grand avantage pour les gestionnaires du système, c'est qu'on est indifférent, une fois que le système est mis en place, que vous partiez à 62 ans avec une retraite minable ou à 67 ans avec une retraite plus satisfaisante, le coût pour le système est le même. Pour les non-salariés, c'est encore pire. Excusez-moi. Pour les fonctionnaires, c'est encore pire, puisque eux, ils peuvent directement comparer les 75% auxquels ils ont droit aujourd'hui à ce qu'ils auront droit avec le nouveau système. Et on trouve des pertes qui sont de 22% pour les fonctionnaires de catégorie A+ de Bercy, qui ont une prime qui représente 40% en plus de leur traitement. Donc eux, ils vont perdre 22% de retraite. Mais par contre, les enseignants qui ont une prime de 10% perdent 38% de leur retraite, ce qui est quand même beaucoup. Et donc, on voit que le système vise bien sûr à caler complètement la France sur les modèles des pays de l'OCDE, avec un départ beaucoup plus tardif et une retraite beaucoup plus faible.
Il y aura bien, il y a, pour compenser ça, les partisans du système nous disent qu'il y aura un minimum retraite, 85% du SMIC, mais ce minimum retraite, il sera atteint uniquement à l'âge d'équilibre, 64 puis 67 ans. Il faudra avoir travaillé 43 années, puisque pour le revenu minimum, pour la retraite minimum, on réintroduit la notion de durée de carrière, qui n'existe pas dans un système à points. Pour en bénéficier, il faudra avoir travaillé donc 43 années, et ce revenu minimum, ce retraite minimum concernera en fait environ 30% des gens. Bon. C'est parce que dans les simulations, la retraite minimum est indexée sur le SMIC, tandis que la retraite à points, elle a tendance à baisser, et donc le revenu minimum, la retraite minimum va rattraper de plus en plus de monde. Le point le plus problématique, c'est que ce système, a priori, ne tient pas compte de la spécificité des professions, alors qu'actuellement, on a un système qui en tient plus ou moins compte, de manière plus ou moins satisfaisante. Donc d'un côté, il n'y a pas de grand dispositif pour la pénibilité. Au mieux, ceux qui sont soumis à un travail pénible grâce au C2P, les comptes de prévention de la pénibilité, auront droit à partir 2 années avant, ce qui veut dire que quand l'âge d'équilibre sera à 65 ans, ils pourront partir à 63 ans en bénéficiant du taux plein, ce qui est quand même extrêmement dur pour un certain nombre de professions, et on oublie complètement les spécificités des pays, des métiers, et donc un certain nombre de métiers ont obtenu des dérogations, les pompiers, les militaires, les contrôleurs les contrôleurs aériens, les surveillants de prison, et d'autres sont en train d'en réclamer. Ça va marcher ou ça ne va pas marcher, on va voir. Les danseuses de l'opéra, par exemple, les routiers, les déménageurs, les égoutiers. Il y a plein de métiers pour lesquels il aurait fallu un dispositif général qui permette de prendre en compte la pénibilité, qui permette des accords de branche dans lesquels on dit tel métier, routier, déménageur, c'est un métier pénible, donc on met en place des dispositifs spéciaux. En principe, c'est pas prévu. Et par ailleurs, vous savez que nous avons en France des régimes autonomes, des régimes qui s'équilibrent, des régimes professionnels pour les non-salariés, et ces régimes eux-mêmes sont soumis à la règle générale, ce qui bien sûr soulève des protestations, et on leur a dit, si vous voulez, vous pouvez faire des régimes complémentaires, mais ces régimes complémentaires seront obligatoirement par capitalisation, et il n'y a que les navigants qui ont obtenu le droit d'avoir un régime supplémentaire par répartition, tout ça pour dire que ça ne sera pas universel. Je ne parlerai pas des droits familiaux, non que ça ne m'intéresse pas, mais je vais dire ça pour l'intervenant suivant. Le système doit être équilibré, on a dit il y a la règle d'or. Le point important, c'est qu'il n'y a aucune garantie sur les ressources, puisqu'on dit le taux de cotisation va être 28,12%. Il faut voir qu'actuellement l'État cotise à 74% pour les fonctionnaires, et donc quand on fait le compte, on s'aperçoit que le système, si l'État cotise à 28,12 pour les fonctionnaires, s'il n'aide plus les régimes spéciaux, si on supprime un certain nombre de ressources annexes, compte tenu également du fait qu'on ne va plus cotiser qu'au-delà de 3 fois le plafond, ça fait une perte de 50 milliards pour le régime des retraites. 50 milliards, c'est à peu près 2 points de PIB. Problème, que vont devenir... Est-ce qu'on va récupérer ces 2 milliards, ces 2 points de PIB? Et donc il y a une ordonnance
dans la loi, il y a une ordonnance qui nous dit que ça sera en 15 ans que l'État va baisser ses contributions. Ce qui veut dire que, en toute logique, il va manquer 2 points de PIB qui, de toute façon, compte tenu de la règle d'or, vont devoir se répercuter sur le montant des retraites. Il n'y a aucune garantie que, effectivement, l'État continuera à fournir les sommes qu'il fournit aujourd'hui en cotisation des fonctionnaires, des fonctionnaires territoriaux, des hôpitaux, de la SNCF, de la RATP. Tout ça n'est pas garanti, c'est des ordonnances. La gouvernance du système, comme on vous l'a dit, à partir de 2022, tout est centralisé. Il y a une caisse nationale de régime universel qui est mise en place et qui va piloter l'ensemble. Alors théoriquement, c'est vachement génial parce que c'est une gestion paritaire par les partenaires sociaux, mais en fait, l'expérience montre que ce qui va compter, c'est le directeur général nommé par l'État. Et en plus, cette caisse, elle va être contrôlée par un comité d'experts indépendants. Comité d'experts indépendants où il y aura 2 membres de la Cour des comptes, un président nommé par l'État, 2 membres de la Cour des comptes, le président de l'INSEE et une personne nommée par chacun des présidents des 3 assemblées, ce qui veut dire que ça va être des experts libéraux, soumis au ministère des Finances, aucun représentant des syndicats, aucun représentant de l'IGAS, les affaires sociales, et c'est eux qui vont donner le cadrage macroéconomique dans lequel il va falloir gérer le système de façon à ce que le système soit équilibré. Le point le plus tragique, comme on vous l'a dit, c'est la période de transition, qui est entièrement laissée à des ordonnances. Pendant la période de transition, toutes les caisses sont soumises à cette CNRU. Et donc, pendant la période de transition, on ne sait pas comment ça va être géré. Actuellement, la GIRCARCO, c'est géré par des partenaires sociaux qui font des compromis chaque 5 ans, qui décident de l'évolution des ressources et des dépenses. Comment ça va être pris en compte, sachant qu'à partir donc de 2025, toutes les cotisations vont remonter à la CNRU et que la CNRU va théoriquement reverser ces cotisations à des caisses qui seront absolument plus autonomes. Et donc là, c'est le grand mystère. On ne sait pas comment ça va être géré. Et le risque, c'est que de 2025 à 2065, de 2025 à 2065, pendant 40 ans, il va y avoir une dégradation continuelle des pensions que vont servir ces régimes autonomes, en particulier la GIRCARCO. Ce qui est prévu, ce qui semble prévu, c'est que la GIRCARCO va continuer à avoir une valeur du point qui va augmenter comme le salaire moyen, mais la valeur de service du point, elle, va être fixe en valeur nominale, ce qui veut dire qu'il va y avoir une dégradation continuelle des ratios. C'est une réforme technocratique puisque les grandes décisions seront prises par les technocrates et les partenaires sociaux n'auront absolument plus leur mot à dire. C'est une réforme néolibérale puisqu'elle organise la baisse de la pension. L'alternative, ça aurait été de poser la question, de dire directement aux gens, aux partenaires sociaux, aux syndicats, qu'est-ce que vous souhaitez? On a une hausse importante des dépenses de retraite. Est-ce que vous souhaitez maintenir cette particularité française qui est que les retraités ont le même niveau de vie que les actifs? Est-ce que vous souhaitez maintenir cette particularité française que relativement, on part à la retraite relativement tôt? Et dans ce cas-là, on peut faire le calcul. Il aurait fallu faire passer le poids des retraites de 13,8 à 7,2% du PIB, c'est 2,4 points de PIB, c'est pas impossible, sachant que actuellement chaque année on rembourse pratiquement 1 point de PIB au marché financier pour la dette sociale. On pourrait
récupérer cet argent, sachant qu'on pourrait aussi augmenter de 0,2 points par an les cotisations sociales pour maintenir le système. Le problème, c'est que c'est pas dans l'air du temps, puisque l'objectif c'est de baisser les dépenses sociales, et puis c'est pas non plus dans l'air du temps, puisque l'objectif c'est quand même de laisser de la place pour les assurances et les banques. Merci Henri. Attends, je vais juste en introduction de la parole de Mathilde. Donc, moi, je me rappelle d'un débat assez tendu sur France 24 avec un député macroniste qui disait qu'avec cette formidable réforme, on va taxer les riches. Ça, c'était assez incroyable puisqu'il disait, ben voilà, au-delà de 3 fois le plafond, on instaure un impôt de 2,8%. Sauf que ces personnes qui sont entre 3 et 8 fois le plafond n'en cotiseront plus. Et donc ça fait une perte de 3,7 milliards pour le système par an. Ce qu'il a complètement oublié de me préciser. Par ailleurs, en introduction donc, de la présentation de Mathilde, il m'avait dit aussi que cette réforme, c'était une formidable, allait apporter une formidable amélioration de la condition des femmes à la retraite. Donc Mathilde, peux-tu nous parler de cette formidable amélioration de la condition féminine ?